Vous le savez déjà, surtout si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube, mais je suis un grand fan de la vexillologie. Vous ne savez pas de quoi je parle. Bon, ok, je plaisante. Oui, je suis en effet passionné par l'étude des drapeaux, que ce soit les drapeaux de pays, de régions, de villes, d'organisations internationales, d'anciens États aujourd'hui disparus ou même de nations fictives. Et cela fait pas mal de temps que je me demande quel drapeau, du moins en ce qui concerne ceux des pays, est le plus réussi, le plus beau, le plus original, celui qui possède le plus de caractéristiques et de symboles qui le distinguent des autres bannières. Je n'ai pas encore déterminé de classement des meilleurs drapeaux, mais si vous le voulez, nous ferons une vidéo sur ce sujet. Toutefois, j'ai déjà ma petite liste de mes drapeaux préférés. Parmi eux se trouve celui de la Dominique, dans les Caraïbes, que nous avons déjà évoqué dans une précédente vidéo, celui du Sri Lanka dans le sous-continent indien, celui du Turkménistan en Asie centrale, celui des îles Kiribati dans le Pacifique, et surtout le drapeau qui, selon moi, se distingue le plus de tous les autres, celui de l'Eswatini. Vous n'avez jamais entendu parler de ce pays? Après tout, c'est normal, puisque jusque très récemment, ce tout petit royaume d'Afrique australe était connu sous le nom de Swaziland. Et ça tombe bien, car l'Eswatini, qui est notamment la dernière monarchie absolue d'Afrique, est le cadre de ce 56e épisode des Drapeaux du Monde. Le royaume d'Eswatini est un minuscule État situé tout au sud du continent africain d'une superficie de seulement 17 400 km². Dépourvu d'accès à la mer, le pays est presque entièrement enclavé au sein de l'Afrique du Sud, avec qui il partage une frontière commune au nord, à l'ouest et au sud. Mais j'ai dit presque enclavé puisqu'il est aussi frontalier du Mozambique à l'est. En dépit de sa petite taille, l'Eswatini possède une importante diversité de paysages, des montagnes de l'ouest abritant des forêts humides, aux plaines sèches de l'est où se trouve la savane. La population eswatinienne s'élève à tout juste 1,2 million d'habitants. 84% d'entre eux appartiennent à l'ethnie Swazi et les 16% restants sont issus d'autres groupes ethniques, parmi lesquels se trouvent des Zoulous ainsi que des descendants de colons européens. Sur le plan religieux, 89% des Eswatiniens sont des chrétiens qui adhèrent quasiment exclusivement au protestantisme. L'Eswatini est l'un des rares pays à posséder plus d'une capitale. En effet, si Mbaban, situé au nord-ouest du pays, est la capitale exécutive, Lobamba, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres plus au sud, est non seulement la capitale législative du royaume, puisque c'est là que siègent le parlement et le gouvernement, mais elle est aussi la capitale traditionnelle et spirituelle. Situé au cœur de l'Afrique, le berceau de l'humanité, l'actuel territoire de l'Eswatini est évidemment habité par des êtres humains depuis très très longtemps. Les plus anciennes traces de la présence d'hommes sur place sont des artefacts qui datent d'il y a environ 200 000 ans et les plus vieilles peintures rupestres ont 27 000 ans d'existence. Longtemps occupée par des populations de chasseurs-cueilleurs, la région où se trouve l'Eswatini ainsi que ses alentours voit à partir du XIe siècle l'arrivée d'un ensemble de groupes ethniques d'origine bantoue, les Nguni. Parmi eux se trouvent les Swazi, aussi appelés Swati, qui furent auparavant nommés les Ngwane du nom du roi Ngwane III, considéré comme le père du royaume eswatinien, puisque c'est sous son règne que les Swazi commencent à s'installer sur l'actuel territoire de l'Eswatini, qui doit son nom actuel au roi Mswati II, qui est connu comme étant le plus grand des rois guerriers Swazi, puisqu'il a, au cours de son règne, considérablement élargi le territoire de son royaume. Toutefois, le nom alternatif de Kaengwane, qui vient du roi Ngwane III, est toujours utilisé de nos jours dans certaines occasions. À partir du milieu du 19e siècle, l'Eswatini entre en contact avec les Boers, ces descendants de colons néerlandais partis à la recherche de nouvelles terres au cœur du continent africain. Mais très vite, il doit faire face à l'arrivée d'une puissance majeure aux ambitions dévorantes, le Royaume-Uni. En 1881, alors que les Européens se disputent le contrôle de l'Afrique, les Britanniques reconnaissent l'indépendance de l'Eswatini, qu'ils appellent dès cette époque Swaziland, ce qui signifie littéralement « terre des Swazis » en anglais. Du fait du rayonnement planétaire de l'Empire britannique, c'est ce nom qui s'impose dans le monde entier pour évoquer ce minuscule royaume qui abrite dans son sous-sol des ressources minières qui suscitent la convoitise de ses voisins. C'est pour cette raison que dès 1890, le Swaziland
passent sous le contrôle d'un triumvirat représentant respectivement les intérêts britanniques, Boer et Swazi. En 1894, le royaume devient un protectorat de la République Boer du Transvaal. Mais le véritable tournant intervient en 1903, lorsque le Royaume-Uni, après sa victoire dans la Seconde Guerre des Boers, fait du Swaziland un protectorat de la couronne britannique. Ainsi débute une longue période de domination étrangère qui dure jusque dans les années 1960, dans un contexte de décolonisation du continent africain. En 1963, une constitution pour un Swaziland indépendant fut promulguée par les Britanniques et finalement, le 6 septembre 1968, le Swaziland retrouve son indépendance politique. En 1973, la constitution est suspendue par un décret royal. C'est depuis cette date que le Swaziland est de facto une monarchie absolue, la seule en Afrique. Le 19 avril 2018, pour fêter le 50e anniversaire de l'indépendance qui doit se dérouler le 6 septembre de la même année, l'actuel souverain Mswati III, qui règne depuis 1986, annonce que son pays abandonne le nom de Swaziland, donné au royaume à la fin du 19e siècle, pour retrouver son appellation d'origine, Eswatini. Ce changement de nom, fait suffisamment rare dans la géopolitique contemporaine pour être souligné, a pour objectif de se débarrasser d'une dénomination trop liée à la période coloniale, mais aussi de mettre fin à la confusion entre Swaziland et Switzerland, le nom de la Suisse en anglais. D'ailleurs, du fait de la présence de chaînes de montagnes et de zones boisées, l'Eswatini est souvent surnommée la Suisse de l'Afrique. En 1967, soit un an avant son indépendance, l'Eswatini adopte ce drapeau comme étendard et est depuis la bannière officielle du royaume. Le drapeau connaît en 2011 une légère modification avec le changement de couleur des plumes arborées par la bannière pour finalement arriver à la version du drapeau actuellement utilisée de nos jours. De tous les drapeaux que nous avons jusqu'à présent analysés dans notre série des drapeaux du monde, celui de l'Eswatini est peut-être le plus original, celui qui se distingue le plus de ceux des autres États. Cette bannière est basée sur un drapeau militaire attribué au Swazi Pioneer Corps, un régiment de soldats Swazi engagé dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale par le roi Sobhuza II en 1941 dans le but de rappeler que les Swazi sont un peuple de tradition guerrière. Le drapeau eswatinien fut tissé pour la première fois en public le 25 avril 1967, soit le jour de la prestation de serment du roi Sobhuza II qui se déroule quelques jours après les dernières élections législatives avant l'indépendance. Ce n'est toutefois que le 30 octobre de la même année que le College of Arms de Londres, l'autorité chargée d'attribuer les symboles officiels des territoires du Royaume-Uni, de l'Empire britannique et du Commonwealth, reconnaît officiellement ce drapeau comme étant l'étendard officiel de l'Eswatini qui est encore pour quelques mois sous protectorat britannique. C'est d'ailleurs ce jour-là que le drapeau eswatinien fut hissé pour la première fois lors d'une cérémonie officielle. Sur cette bannière se trouvent 5 bandes horizontales, avec au milieu une bande rouge dont la largeur équivaut à plus de la moitié de celle du drapeau, 2 bandes bleues situées respectivement au sommet et à la base du drapeau, et 2 fines bandes jaunes qui séparent la bande rouge des 2 bandes bleues. Le bleu représente la paix et la stabilité. Le jaune symbolise les ressources minières et agricoles du royaume, et le rouge fait référence aux batailles menées par le peuple eswatinien au cours de son histoire, ainsi qu'à son combat pour la liberté et l'indépendance. Si la bande rouge a une dimension aussi large, c'est parce qu'elle abrite en son sein un bouclier traditionnel Nguni de forme ovale et pointue, utilisé à l'origine par les Emasotsha, un régiment de guerriers Swazi dans les années 1920. De couleur noire et blanche et constitué de peau de bœuf, ce bouclier est renforcé derrière par 2 saguets de guerriers zoulous, un célèbre peuple d'Afrique australe ethniquement proche des Swazi, et juste en dessous, un bâton de combat. 2 plumes ornent le bâton sur ses extrémités, tandis qu'une 3e se trouve sur le bouclier lui-même. Le bouclier, les saguets et les plumes symbolisent la défense du royaume contre tout ennemi extérieur, et les couleurs noires et blanches du bouclier représentent respectivement les populations noires et blanches de l'Eswatini et peuvent être vues comme un appel à la coexistence pacifique entre ces 2 communautés. Les plumes accrochées au bâton et au bouclier appartiennent à 2 espèces d'oiseaux endémiques d'Afrique subsaharienne, les euplectes et les touracos. Ces plumes sont sacrées et ne peuvent être arborées en public que par le roi. Si l'Eswatini est avec le Lesotho et le Maroc
l'un des 3 derniers pays d'Afrique à avoir une monarchie à sa tête, il s'agit en revanche de la dernière monarchie absolue du continent. Le roi, appelé par ses sujets Ngwenyama, qui signifie littéralement lion en Swazi, est évidemment le chef de l'État. En plus de nommer le Premier ministre, il peut aussi désigner certains membres du Parlement qui représentent ainsi les intérêts royaux face à ceux qui sont élus par le peuple lors des élections législatives. Le roi dispose de pouvoirs étendus dans de nombreux domaines spécifiques qui concernent aussi l'économie, la société, l'éducation ainsi que l'armée. Et c'est également lui qui nomme les juges siégeant dans les hautes cours du royaume, bien que le pouvoir judiciaire soit ici en principe indépendant de l'autorité royale. Surtout, le roi Mswati III est un souverain à la personnalité pour le moins extravagante. Tout d'abord, il n'y règne pas seul, puisqu'il est épaulé par sa mère en tant que reine-mère, appelée là-bas Ndlovu Kati, ce qui signifie éléphant en Swazi. Mais surtout, il est connu pour pratiquer la polygamie, puisqu'à ce jour, il est marié officiellement à 15 femmes et est ainsi le père de 35 enfants. Mais ce mode de vie excentrique ne doit pas faire oublier que le souverain eswatinien est à la tête d'un régime autoritaire marqué par un fort culte de la personnalité autour de la famille royale, l'interdiction de tout parti d'opposition et l'exil forcé de leur leader à l'étranger, mais aussi l'emprisonnement et parfois même la torture des journalistes. Depuis juin 2021, le pouvoir royal doit faire face à une vague de contestation sans précédent. Les manifestants réclament la mise en place de réformes démocratiques ainsi que de mesures visant à améliorer la situation économique et sociale. Sans surprise, le pouvoir royal a répondu par la voie de la répression avec l'arrestation de dizaines de manifestants, mais également de membres du Parlement ayant soutenu la révolte ainsi que la censure d'Internet. Au moment où je tourne cette vidéo, la contestation se poursuit et la situation reste très précaire pour la monarchie. En plus d'être un mauvais élève en matière de démocratie, l'Eswatini présente des résultats peu flatteurs en matière de développement socio-économique. Bien que le revenu moyen par habitant y soit plus élevé que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, il n'en demeure pas moins inférieur à la moyenne mondiale. Surtout, dans l'indice de développement humain, l'Eswatini enregistre un mauvais score. Ce résultat s'explique en grande partie par les résultats catastrophiques du royaume dans le domaine de la santé. À seulement 58 ans, l'espérance de vie de l'Eswatini est la 4e plus faible au monde. Cela s'explique largement par le fait que le royaume détient un triste record, celui du plus fort pourcentage de la population atteinte du sida au monde. 26% des Eswatiniens, soit plus d'un habitant sur 4, sont en effet séropositifs. La situation sociale désastreuse du pays est encore aggravée par le fait que l'Eswatini est aussi l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Le train de vie luxueux et dispendieux de la famille royale côtoie la misère la plus sombre dans laquelle se trouve une grande partie de la population. Mais malgré ce tableau qui apparaît bien négatif, l'Eswatini dispose de quelques atouts. Abritant une grande diversité de paysages, malgré son territoire minuscule, le royaume accueille plus de 500 espèces d'oiseaux et une centaine d'espèces de mammifères, dont plusieurs sont menacés de disparition. Le gouvernement eswatinien a créé pas moins de 7 réserves naturelles sur son sol. Ces réserves, abritant une faune et une flore uniques, font le bonheur des touristes qui, souvent en vacances en Afrique du Sud, en profitent pour faire un détour de quelques jours en Eswatini. Enfin, l'autre atout du royaume, c'est évidemment sa jeunesse. L'âge médian y est de 22 ans, tandis que la part des moins de 14 ans dans la population s'élève à 35%. Par ailleurs, si l'Eswatini enregistre des résultats calamiteux sur le plan de la santé, le pays s'en sort beaucoup mieux dans le domaine de l'éducation, surtout si on compare aux autres États africains. En effet, le taux d'alphabétisation est de 87,5%, un chiffre au-dessus de la moyenne mondiale et nettement supérieur à ceux de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. On l'a donc compris, si l'Eswatini souffre de plusieurs handicaps et doit relever de nombreux défis, il dispose aussi d'atouts non négligeables entre la jeunesse de sa population et la richesse de son écosystème et de sa culture. Espérons juste que les Eswatiniens sauront utiliser leurs points forts pour relever la tête et construire un avenir meilleur. Fait amusant, l'Eswatini demeure, du moins au moment où je tourne cette vidéo, le dernier pays d'Afrique à maintenir des relations diplomatiques avec Taïwan et non avec la Chine, même s'il y a fort à parier que cette dernière fera tout pour convaincre le royaume de changer d'avis. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au drapeau unique et original de ce pays tout aussi unique et original
qu'Eswatini. J'espère que ce voyage vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Le prochain épisode des Drapeaux du Monde, le 57e, sera un épisode tout à fait spécial, car il sera consacré aux origines, à l'évolution et aux symboles de ce qui est sans doute le drapeau le plus célèbre au monde. Je veux parler évidemment du drapeau des États-Unis d'Amérique. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos passionnantes. A bientôt les amis, salut!